Et ben, moi, je suis Ludovic, ça fait à peu près 8 ans et demi que je suis chez Odoswitch. J'ai un petit peu tout fait dans l'équipe, en fait. J'ai commencé par le support, j'ai managé l'équipe du support technique et maintenant, je suis directeur de la stratégie. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un petit peu global, c'est-à-dire que je m'occupe globalement de la stratégie de la boîte pour voir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va sortir comme produit. Et surtout, je m'occupe surtout de la partie marketing, communication, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des salons, les collaborations comme bah, ce webinaire, des collaborations sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux, etc. Et je m'occupe du coup aussi de l'équipe commerciale qu'on a mis en place il y a quelques mois au moment du changement des offres pour un petit peu ben, appuyer ces changements, expliquer bah, tous les anciens clients comment ça se passe, qu'est-ce qui a changé, parce qu'on sait que ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde de comprendre, de savoir comment se positionner, sur quelle offre se mettre, etc. Et voilà. Ensuite, je suppose que la majorité des gens qui sont ici connaissent déjà Odoswitch, mais si les personnes ne connaissent pas, Odoswitch, c'est un hébergeur web français qui a un petit peu plus de 15 ans. On est intégralement basé en France, que ce soit les équipes techniques, le support et surtout nos data centers, parce qu'on a nos propres data centers à Clermont-Ferrand. Et on est une petite équipe du coup de 30 personnes pour le moment. Ça évolue. On est basé du coup sur le principe de l'illimité au niveau de nos offres. Donc on a fait un choix qui est pas forcément très commun, c'est d'avoir très peu d'offres différentes et avoir un choix le plus simple possible avec pas d'options, pas de surcoût, tout est inclus par défaut, illimité. Voilà. Nous, on essaie d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, l'offre la plus simple. Voilà ce que c'est Odoswitch grosso modo. Et quelles sont les actualités justement quel salon on va te retrouver très prochainement? Ben là, la fin d'année est un petit peu, on va dire, terminée. On était au Success Marketing à Nantes le week-end dernier. Il y avait aussi le SD Day, c'était à Toulouse, je crois. C'était Covan qui était, moi j'y étais pas. C'était en même temps que le Success Marketing. Et après, ce sera ben, du coup 2026. Tout n'est pas encore validé parce que forcément, ça prend un petit peu de temps et les équipes n'ont pas encore validé les dates. Mais je sais qu'il y aura déjà le WordCamp normalement à Nice. Et après, j'ai pas encore les autres infos. Ok, eh ben allez, on va y aller doucement parce qu'il y a quand même pas mal de questions. On a fait un premier, on a découpé en plusieurs sections les questions. La première section qu'on va prendre, c'est choisir et comprendre son hébergement pour démarrer doucement là-dessus, justement. Et la première question qui va poser un peu les bases, quels sont les critères principaux qui permettent de savoir si l'option d'hébergement choisie est la plus adaptée? Comment l'évaluer justement par rapport à son site et ainsi de suite? Là, fais-nous quelque chose d'un peu global sur les sites e-commerce et ainsi de suite. Comment bien jauger si on a plusieurs sites, si on n'en a qu'un seul mais qui est plutôt gros? C'est la question de Brice. Ouais, c'est ça. Bah, je vais parler plus général, pas forcément par rapport aux offres de suite dans un premier temps, parce que bah, on est là aussi pour parler globalement. Euh, Qu'est-ce qu'il faut surtout prendre en compte? Il y a, on va dire, trois choses. La première chose, ça va être quel type de public on vise. Est-ce que ça va être du public français, européen, international, complètement étranger? En fonction de ça, déjà, il faut peut-être choisir un petit peu dans quel type de data center on veut être. Imaginons, on veut cibler un public exclusivement japonais. Avoir le serveur en France, ça fonctionnera, mais ce sera peut-être pas le plus optimal. Faut déjà voir cette partie-là. Ensuite, il y a la partie quel type de site ça va être. Est-ce que c'est un site vitrine, un site e-commerce ou bah, une application? Ça peut être des choses un petit peu plus complexes. On sait qu'un petit site vitrine de 3 4 pages avec un formulaire de contact, ça passe globalement sur un petit peu toutes les offres. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très sophistiqué. Un site e-commerce, ça va dépendre de la taille du site e-commerce. Si on a un site e-commerce avec 5 produits, c'est pas bien plus gros qu'un blog. Par contre, si on commence à avoir 3000 produits, ça va commencer à être plus lourd au niveau de la base de données, au niveau des requêtes SQL. Et là, effectivement, va falloir commencer à prendre un hébergement un petit peu plus costaud. Typiquement, chez nous, ce sera plutôt sur l'offre cloud, voire pro en fonction de l'offre. Et le troisième, qui est souvent négligé, c'est le nombre de visiteurs qu'on estime ou qu'on a sur notre site. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas forcément, mais ce qui consomme le plus sur un site internet et sur un hébergement, c'est le nombre de visiteurs qu'on va avoir en simultané. Par exemple, si on a un petit site qui a pas forcément beaucoup de visiteurs, mais qu'on sait que régulièrement, on va avoir, je sais pas, une billetterie pour mettre en vente des billets ou un passage à la télé ou à la radio, il va y avoir beaucoup de visiteurs en simultané.
Ça, faut bien le prendre en compte et partir directement sur un hébergement qui est assez gros, parce que c'est ce qui va consommer le plus au niveau de l'hébergement. Ça, tu me fais penser tout de suite à qui va être mon associé là ou quelque chose comme ça sur M6, où on a vu justement que des fois les sites tombaient parce que bah, justement quand on passe à la télé, derrière, si l'hébergement ne suit pas, c'est vite compliqué. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous faites pas mal de choses dessus. Et si on a plusieurs sites justement, qu'est-ce que tu conseilles quelque chose de particulier là-dessus? Oui, bah, c'est un peu le même principe du coup. Si on a que des petits sites, des petits blogs avec 3 pages, pareil, ça va pas consommer grand-chose. Si on commence à avoir tout un réseau de sites style PBN pour le SEO, c'est pareil, ces sites ne consomment pas grand-chose, mais on va en avoir beaucoup. Donc, il faut quand même avoir pas mal de ressources, vu qu'on va avoir beaucoup de sites. Mais si on prend une petite offre d'hébergement, qu'on met par exemple 3 4 sites, ça pose pas de souci au niveau des performances, mais là où ça peut poser problème, ça va plutôt être au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que si on prend un seul hébergement, que ce soit chez nous ou ailleurs, on reste dans l'hébergement mutualisé, là je parle, qu'on met par exemple 5 petits sites qui consomment rien, ils fonctionneront très bien. Par contre, s'ils sont sur le même hébergement et que malheureusement un des sites se fait pirater pour X ou Y raison, le pirate il pourra remonter sur les autres sites. Donc là, en fonction du prestataire chez qui vous êtes, chez nous on a le système de Lune qui permet de dispatcher un petit peu ces sites à droite à gauche et bloquer un petit peu la sécurité, les ressources, les performances, etc. Donc là, il n'y aura aucun souci. Par contre, si vous êtes chez un autre prestataire qui ne propose pas forcément le cloisonnement au niveau des sites, là, il vaut mieux prendre plusieurs hébergements dans ce cas-là. Yes, je mettais le petit commentaire de Michael en même temps, vu que tu as parlé des lunes. Et du coup, je suppose que vous avez une possibilité d'évaluer ça auprès des clients hein, quand ils viennent avec leur site. Vous êtes capable de leur dire un petit peu, voilà, je pense que ton site, si demain il fait tant de trafic, et ainsi de suite, vaut mieux quand même partir sur cet hébergement et ainsi de suite. Vous pouvez les aiguiller là-dessus, je pense. Nous, on essaie d'aiguiller, mais c'est quand même assez difficile parce qu'on ne peut pas prendre d'engagement là-dessus. On sait qu'un site e-commerce consommera plus, on sait que s'il y a beaucoup de visiteurs, ça consommera plus, mais il y a la plus grosse partie, le plus important, ça va être l'optimisation du site. Et ça, avant que le site soit en prod chez nous, c'est impossible à savoir en fait. On ne peut pas Ok. savoir si le site est optimisé, si le site il a un système de cache, on ne peut pas savoir. Et ça joue vachement en fait sur le nombre de visiteurs qu'on peut avoir, la consommation en ressources. Après, par Ok. contre, chez nous, si on met en prod son site internet, on a toutes les ressources en temps réel qui sont utilisées et on peut voir si ça suffit ou pas. Et après, nous, je pense que d'autres prestataires font pareil, on peut basculer d'une offre à une autre très facilement. Donc, si on peut commencer Ok. avec une offre assez basse et Ça on peut peut en deux, adapter, trois quoi. clics passer sur l'offre au-dessus, ouais. Tiens, explique rapidement le. Hop, ça va bien. Explique rapidement les lunes, parce que tu en as parlé. C'est vrai que ceux qui Ouais. connaissent ça depuis on a l'habitude, mais explique un petit peu à tout le monde. Alors, les lunes, c'est pas un terme technique, c'est un terme qu'on a inventé chez OdoSwitch. On a sur le cPanel un outil qui s'appelle Mon Univers Web. C'est un outil qui permet de créer des sous-comptes de l'hébergement, donc des sous-comptes cPanel. Avec l'offre cloud, l'offre intermédiaire qu'on a chez nous, vous pouvez en avoir 8, donc 8 plus le compte principal, qui vous fait au total 9 hébergements, et chaque lune est indépendante. C'est comme si vous aviez en quelque sorte 9 hébergements en fait. Sur chaque lune, vous pouvez mettre votre site, il sera cloisonné des autres, donc un site A ne pourra pas impacter un site B sur 2 lignes différentes, et vous avez aussi les ressources qui sont indépendantes. Donc vous avez plus de ressources et plus de sécurité. Ça, peu de gens le savent. On essaie d'en parler un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui est très simple à comprendre, sauf quand on l'explique à l'oral. Mais c'est quelque chose qui est vachement important quand on gère pas mal de sites ou plusieurs activités aussi. Ça permet de cloisonner aussi ces activités avec un seul hébergement. Sur notre documentation sur faq.dosage.fr, si vous voulez, il y a toute une doc là-dessus qui explique comment ça marche, à quoi ça sert, en quoi c'est bien, quoi. Bah, ça, c'est Voilà. ultra pratique quand on est hacké sur un site, comme on disait, parce que ça, personne n'est à l'abri d'un hack. Et si tu as tous tes sites au même endroit, ça peut vite tout remonter. Et au final, tu peux tout flinguer. Alors que si tu cloisonnes bien tes différents sites, tu te protèges beaucoup mieux. Exactement. Et ça, je parle en connaissance de cause. On a déjà vu des cas comme ça et malheureusement, C'est quand clair. on a 80 sites qui sont piratés, c'est pas simple à intervenir, hein. Ça fait pas plaisir. Non, non, non. Tac. Si possible, détailler la présentation des nouvelles offres d'hébergement. Bah voilà, fais-nous un petit mise à jour des différentes offres. Ouais, bah là, du coup, peut-être que je peux montrer mon écran, comme ça, je peux le Allez. montrer en live, ce sera peut-être plus simple. Alors attends, je supprime ça et j'ajoute ça. Ouais. Vas-y. Du coup,
Au niveau des nouvelles offres, fin février-mars à peu près, on a décidé de tout changer chez OdoSwitch au niveau des offres. C'est-à-dire que l'ancienne offre qui nous a fait connaître l'offre unique, elle n'existe plus. C'est pas qu'on l'a fait évoluer, c'est elle n'existe plus. Et on a décidé à la place de créer 3 nouvelles offres pour bien dispatcher en fait les hébergements en fonction des besoins. Avant, quand on avait qu'une seule offre, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était surdimensionné et d'autres personnes qui disaient que c'était sous-dimensionné. Donc on voulait en fait pouvoir cibler les personnes qui ont vraiment des petits besoins, les personnes qui ont des besoins moyens et les personnes plus professionnelles, type agence, etc., avec des plus gros besoins. Donc c'est pour ça que maintenant on a l'offre gros, cloud et pro. Grosso modo, l'offre cloud, c'est une offre comme l'offre unique avant, mais améliorée avec des fonctionnalités en plus, pour situer un petit peu. L'ancienne offre unique, elle était entre l'offre gros et l'offre cloud. Qu'est-ce qui a changé? Du coup, vous avez des ressources qui ont changé. Vous avez le CPU et la RAM qui changent entre les 3 offres. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'héberger plus ou moins beaucoup de sites et encaisser plus ou moins beaucoup de visiteurs. C'est pas ça qui va impacter sur la rapidité du site en lui-même. Faut bien le prendre en compte parce qu'il y a des personnes qui pensaient que s'ils passaient sur gros, par exemple, ils allaient avoir vraiment le site qui allait être plus lent. Non, ce ne sera pas le cas. C'est plutôt en fonction du site, s'il est gros, du nombre de visiteurs et si vous avez beaucoup de sites. Ça pourra peut-être plus passer au niveau des ressources. C'est plus ça qu'il faut voir. Vous avez également maintenant l'amélioration du système de lunes, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Avant, sur l'ancienne offre chronique, vous aviez 4 lunes. Elles étaient séparées au niveau de la sécurité. Donc, chaque hébergement était distinct, comme je dis. Par contre, les ressources, le CPU et la RAM, étaient dispatchés entre toutes les lunes. Donc, on avait moins de performance. Sur gros, c'est toujours pareil, sur l'offre premier prix. Par contre, sur cloud, au lieu d'avoir 4 lunes, maintenant, on en fournit 8 par défaut. Les ressources sont cloisonnées et la sécurité aussi. Et sur Pro, on a 16 lunes. Donc, quand on commence à avoir pas mal d'activités, souvent, c'est des agences qui vont en avoir besoin. Ça permet vraiment de mettre pas mal de sites sur une seule offre sans aucun souci, quoi. Si on regarde un petit peu ici, on a fait quelques petits changements aussi. On a changé la rétention des backups au niveau des sauvegardes. Avant, c'était 30 jours. Maintenant, c'est 30 jours sur l'offre Grow et 45 jours et 90 jours sur Cloud et Pro. Vous avez maintenant l'outil pas Immunify, TigerGuard qui permet de faire un petit peu comme Immunify, mais en proactif, c'est-à-dire que ça va scanner automatiquement les fichiers de votre hébergement et les nettoyer proactivement. Ça, on l'a mis à disposition à partir de l'offre cloud qu'on n'avait pas avant. Et on a rajouté du coup une instance Nextcloud Premium de 250 Go sur Cloud et Pro. Ça, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un petit peu à la manière d'un Google Drive, mais hébergé et stocké chez nous. Vous pouvez stocker vos fichiers, stocker vos sauvegardes, faire des chats, des calendriers. Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses. C'est assez complet. Et voilà, grosso modo, pour les changements, les nouveautés. Je ne crois pas en avoir oublié. Après, c'est des petites questions, je peux répondre un petit peu dans le Celle-là, chat. t'as celle-là, la différence entre ces offres et des offres VPS. Ouais, alors nous, c'est tout du mutualisé. Les 3 offres, c'est du mutualisé, mais tout est cloisonné. Donc, c'est-à-dire qu'un autre hébergé qui est présent sur le même serveur que vous, il ne pourra pas vous impacter. Ça, c'est un peu le. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que mutualiser, s'il y a un collègue sur l'hébergement, il utilise toutes les ressources, ça va vous impacter. Chez nous, comment c'est géré, ça ne sera pas le cas. On n'a pas ce problème-là. Un VPS, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir, en fait, techniquement. C'est vous allez avoir une machine physique qui va être mutualisée. Comment ça va être mutualisé? Vous allez être, par exemple, 40 dessus. Sauf que vous n'allez pas avoir un système d'exploitation avec les 40 personnes qui utilisent le même système d'exploitation. Vous avez dessus une machine virtuelle où vous installez votre propre système d'exploitation et après vous pouvez faire ce que vous voulez. Souvent sur du VPS, vous allez avoir des accès root, donc admin au niveau du serveur, et vous pouvez installer le système d'exploitation que vous voulez, la distribution, le serveur Apache, enfin tout ce que vous voulez. Nous, sur du mutualisé, c'est de l'hébergement web. Ça va être uniquement pour l'hébergement de site internet. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est là où vous serez un petit peu limité. Mais du coup, c'est pas pareil. En fait, un VPS, c'est un peu comme un mutualisé, sauf que vous avez votre propre serveur et vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, en fait. Impeccable. Choisir et comprendre son hébergement toujours. Pourquoi au-dessus, tu ne proposes pas, bah, alors justement, tu étais en train d'en parler, pas de serveurs VPS comme certains concurrents. On en a proposé à une époque, mais nous, on n'aime pas proposer de serveurs qui ne sont pas managés par OdoSwitch. Quand je dis managés par OdoSwitch, c'est-à-dire que tous les serveurs qu'on propose, parce qu'on fait aussi du serveur dédié,
On fournit pas d'accès admin et d'accès root au serveur. C'est-à-dire que c'est nous qui nous occupons de la maintenance, des mises à jour de sécurité, d'installer la distribution, etc. Et quand on faisait du VPS, on faisait la même chose en fait. C'est nous qui nous occupions de tout ça. On fournissait pas les accès à la machine virtuelle. Et du coup, on perdait quand même carrément l'intérêt. Et au final, l'offre mutualisée était globalement plus performante et moins chère qu'une offre de serveur VPS. Donc, on a décidé de stopper ça, de conserver uniquement notre gamme mutualisée et en parallèle, par contre, de faire du serveur dédié pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Mais le serveur dédié, pareil, c'est managé par nous. C'est uniquement pour des hébergements web. Parfait. Mine de rien, on prend du temps. Alors, attends, est-ce que j'en ai passé une ou pas? Non, c'est bon. Quel abonnement choisir en fonction de mon utilisation? Voilà, ça, c'est ce qu'on a dit un petit peu au début. Peut-être Ouais, refaire un point là-dessus, justement, par rapport aux 3 abonnements que tu viens de proposer, ouais, carrément. Ouais. les plus adaptés, tout ça. Moi, ce que je conseille généralement, ça va être pour les petits sites, c'est-à-dire blog, petits sites vitrines. Si vous êtes un artisan, que vous avez juste besoin de des petits sites pour avoir de la présence en ligne, mais avec très peu de visiteurs, l'offre gros suffira largement. Si par contre vous lancez une startup, un petit business et que vous ne savez pas trop comment il va évoluer et que vous espérez qu'il évolue bien, je vous conseille du coup de partir sur l'offre cloud qui déjà de base est très performante et le meilleur rapport qualité-prix. Et surtout, c'est celle qui sera la moins chère pour la première année. Donc si vous lancez votre activité, vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup de moyens à la première année, ça vous permet de vous lancer pour pas cher et espérer que l'année d'après, ça marche un petit peu mieux. Et après, une fois que vous avez passé votre année en fonction de comment ça fonctionne, soit rétrograder sur gros si du coup vous n'avez pas les besoins de cloud, soit si ça fonctionne très bien, bah, vous pouvez même passer sur pro après pour avoir encore plus de ressources et une offre encore meilleure. Pour du e-commerce, si le e-commerce est déjà lancé, déjà avec pas mal de produits et avec ses visiteurs, moi généralement je conseille directement l'offre pro. Mais après, c'est un petit peu aussi à vous de choisir. Ça va être soit cloud, soit pro, en fonction du nombre de visiteurs, du nombre de produits, de la puissance de la boutique et de la criticité aussi de la boutique. Si c'est votre gagne-pain, vous avez uniquement cette boutique, bon, moi j'aurais plutôt tendance à partir sur pro. Mais après, ça dépend aussi de vous. Bah là, Mais j'ai envie de faut pas dire, négliger que sur cloud et pro, le Nextwood est sous-estimé et si vous êtes une petite entreprise, ça peut être vraiment pratique quand même, bah là, j'ai même sans envie de chiffre d'affaires. rajouter quelque chose, c'est que si c'est votre activité principale, si c'est votre gagne-pain et ainsi de suite, prenez pas de risque. Ce que je veux dire, l'hébergement, c'est quand même l'une des choses potentiellement les plus importantes de votre site internet. Si l'hébergement ne suit pas et que votre site s'effondre, votre gagne-pain ou quoi que ce soit, ça va être très problématique. Donc, j'ai envie de dire, faire des économies, on veut tous en faire. Après, attention à faire des économies sur des leviers qui sont potentiellement quand même compliqués, voire dangereux. Donc, sur l'hébergement, faites attention, c'est quand même une des sécurités, voire la première sécurité sur votre site internet, hein. Exactement, ouais. Performance et optimisation des sites. Optimisation d'un site WordPress ou PrestaShop. Quel outil de cache utiliser? Ah, ça, c'est une grande question, ça. C'est une grande question, mais qui est pas très simple à répondre parce qu'il n'y a pas de magie. On peut pas dire Lightspeed, c'est le mieux, faut l'installer sur tous les sites. C'est impossible. Généralement, ça va être effectivement Lightspeed que nous, on va conseiller. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le site que vous avez, que ce soit un WordPress, un PrestaShop, un Joomla ou peu importe, chaque site est différent. De par le thème, de par les extensions qui sont installées, de par la version du CMS. Et en fonction de tout ça, les systèmes de cache ne réagissent pas tous de la même manière. Donc généralement, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu tout tester. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de tester avec Lightspeed, qui a un cache côté serveur qui est très puissant, qui va améliorer les performances et surtout réduire la consommation en ressources. Parce que du coup, au lieu de faire la requête sur le serveur et utiliser du CPU, de la RAM, etc., ça utilise directement la page en cache et ça utilise moins de ressources. Généralement, on va conseiller Lightspeed. Redis fonctionne en complément. C'est pas le même type de cache. Lightspeed, c'est un cache côté serveur. Redis, c'est un cache objet. Ils peuvent très bien fonctionner ensemble et c'est même très bien. Nous, ce qu'on conseille, c'est de mettre ça en place, de tester un petit peu le site, voir déjà s'il fonctionne correctement. Parce que des fois, quand on met en place un système de cache, on peut avoir des fonctions qui dysfonctionnent, justement, surtout sur du e-commerce, avec la gestion de stock, de produits, etc. Et après, quand on a des périodes un petit peu creuses, on conseille souvent de tester, de mettre par exemple un plugin de cache côté site et pas côté serveur, voir si ça fonctionne mieux. Des fois, il y a des sites qui fonctionnent mieux avec un cache côté site que côté serveur. Il y a des meilleures performances.
Voilà, faut un petit peu tout tester et voir ce qui réagit le mieux avec votre site. Généralement, la suite, c'est ce qui est conseillé, mais je sais que sur du WordPress, souvent, il y a des plugins côté site qui auront des meilleures performances que du Lightspeed. Par contre, souvent, on va avoir des meilleures performances avec un plugin côté site, mais ça va moins optimiser en fait les ressources consommées. Lightspeed, c'est vraiment là, si vous avez beaucoup de visiteurs, ça va vraiment bien encaisser la charge par rapport à un cache côté site. Alors, j'aime bien ta réponse, mais je vais faire le noob parce que je le suis un peu quand même. Et peut-être que ça aidera d'autres personnes. Mais tu nous expliquais à quoi ça servait, mais quel est le système de cache sur quoi ça va jouer et pourquoi il faut mettre ça en place? Oui, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Non, c'est vrai. Le système de cache, c'est quoi? C'est que vous allez avoir votre site, une part, on va dire la page d'accueil, elle va être stockée en cache. Elle va être stockée en cache soit côté site, si vous avez un plugin de cache côté site, soit côté serveur, si vous utilisez par exemple Lightspeed. À quoi ça sert? Ça sert que quand quelqu'un va vouloir accéder à votre page d'accueil, au lieu de recharger la page, de faire des requêtes SQL, requêtes PHP au niveau du serveur, donc consommer des ressources et prendre un petit peu de temps, c'est la page qui est stockée en cache sur votre site ou sur le serveur qui est délivrée instantanément. Du coup, ça fait une page qui charge beaucoup plus rapidement et aussi qui consomme beaucoup moins de ressources. Voilà l'intérêt. Et si on parle de Redis, c'est du cache objet. Le cache objet, c'est un cache qui fonctionne en complément et qui va surtout aider au niveau des requêtes SQL, des choses comme ça. Ça permet d'avoir un cache qui est encore plus rapide. Et vous avez en plus, ça j'en ai pas parlé parce que c'est actif par défaut chez nous et je pense chez la majorité des prestataires, vous avez du cache PHP. Souvent, ça va être OP cache, c'est ce qu'on utilise chez nous, qui est automatiquement activé, qui permet d'avoir des requêtes PHP qui sont encore plus rapides quand elles ont déjà été effectuées, elles sont mises en cache en fait. Bah tiens, exact. Là, ça correspond justement. Est-ce que il peut avoir un conflit entre divers caches si on a plusieurs caches sur le site? Ouais, totalement, c'est carrément possible. C'est pour ça que quand on active un système de cache, il faut toujours vérifier que tout fonctionne correctement sur le site. Par exemple, il ne faut surtout pas activer du Lightspeed, par exemple, du cache côté serveur, avec un plugin de cache côté site, comme par exemple WP Rocket. Là, on est quasiment sûr d'avoir des conflits, des choses qui dysfonctionnent, et ben, au final, un site qui est encore plus lent parce qu'il y a les systèmes de cache qui rentrent en conflit en fait. Ah bah, tu vois, ça répond à la deuxième question. Est-ce compatible avec WRocket ou Ouais, WP voilà, c'est ça. Il Optimizer? faut faire un choix. Donc, c'est pour ça que généralement, on conseille de tester par exemple WP Rocket avec Redis, ça fonctionne, et de tester Lightspeed avec Redis et voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur votre site en fait. On va revenir un peu en arrière parce que c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Je sais pas si c'est après, mais autant la faire maintenant. Combien de sites max par hébergement par rapport aux différentes offres que tu as montrées tout à l'heure? Ouais, ça pareil, c'est un peu compliqué. Généralement, sur l'offre gros, moi je vais conseiller 5 sites maximum. Sur l'offre cloud, on va être plutôt entre 5 et 15. Et sur l'offre pro, entre, on va dire grosso modo 15 et 25. Mais ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que ça dépend vraiment des sites, de la consommation des sites au niveau des ressources. Donc quand je dis les ressources, c'est le CPU et la RAM et l'optimisation. Moi, j'ai déjà vu des hébergements avec 300 sites qui marchent, comme j'ai déjà vu un hébergement avec un site qui marche pas. C'est pour ça que la fourchette, elle est bien, bien grande et ça dépend vraiment du nombre de visiteurs et de l'optimisation. Un site qui est très bien optimisé, avec beaucoup de visiteurs, du cache, etc., ça consomme vraiment pas grand-chose au final. Et ça dépend aussi de comment est fait le site. Si c'est du WordPress, du PrestaShop, ça consommera toujours plus qu'un site en HTML classique. Un site en HTML classique, ça consomme strictement rien au niveau du serveur. On peut en mettre à l'infini sur un hébergement. Et du coup, tu vois, potentiellement, j'ai mis 30 sites sur une offre. Comment je peux voir, contrôler que ça marche bien ou voir que je pourrais faire mieux avec une autre offre, tu vois? Ouais, bah ça sur le cPanel, en fait, sur la partie droite, il y a un bandeau qui affiche toutes les ressources qu'on consomme en temps réel. Donc déjà, si on voit qu'on est tout le temps, grosso modo, à 50-60% d'utilisation, on sait qu'on n'a pas trop de marge. Si on commence à avoir un pic, ça risque d'être limite. Si on voit qu'on est tout le temps à 10%, a priori, il n'y a pas de souci. A priori, il n'y a Ok. pas de souci. Et après, on a aussi un outil sur le cPanel qui s'appelle utilisation des ressources, où là, on peut voir plus de détails sur l'utilisation des ressources sur des plages de temps et pas de l'instant T. Ça permet un petit peu de jauger. Mais le plus important, en dehors des ressources et de la consommation, c'est vraiment la sécurité. Donc bien dispatché sur des lunes. Et si on met plusieurs sites sur un même hébergement et pas sur des lunes, avoir conscience du fait qu'il y a un des sites qui se fait pirater et les autres, ça peut être rapide, quoi. Yes. Attends, celle-là, après, on passera à d'autres quand même. Au-dessus, je propose l'hébergement j'arrive pour WordPress. Alors, on ne fait pas de l'hébergement spécialisé uniquement pour WordPress,
Mais grosso modo, on va dire 60-70% des sites qu'on héberge, c'est du WordPress. Donc, ce qu'on vend, ce qu'on propose, c'est déjà optimisé pour du WordPress et on propose des outils qui sont spécialisés pour WordPress, comme par exemple WP Tiger, qui permet d'aider à gérer son site WordPress assez facilement. Donc, on n'a pas de gamme uniquement WordPress, mais nos hébergements sont optimisés pour WordPress déjà par défaut. Parfait. Alors, on en a une autre sur les caches, justement. On a répondu du coup, hein. Peut-on combiner ces systèmes de cache efficacement ou est-ce contre-productif? Ouais, mais ça, je peux peut-être rajouter quelque chose par rapport à la question qu'il y a dans le chat en même temps, parce que j'en ai pas Vas-y. parlé. Là, j'ai parlé surtout de cache côté site, côté serveur et cache objet. J'ai pas parlé de tous les systèmes. J'ai parlé de Lightspeed. Extreme Cache, c'est un système de cache qui s'appelle Varnish derrière, qui est grosso modo le concurrent de Lightspeed. Donc, c'est un cache côté serveur. Pareil, il faut tester entre Lightspeed et Extreme Cache, qu'est-ce qui répond le mieux. Généralement, on va conseiller Lightspeed. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus simple à mettre en place. Il y a un plugin intégré sur la majorité des CMS qui permet de le configurer assez simplement. Extreme Cache avec Varnish, ça fonctionne, mais il faut derrière être plus dev et savoir le configurer au niveau du code de son site. Et même cache, c'est un cache objet concurrent de Redis. Donc pareil, il faut tester les deux. Pour le coup, là, il n'y a pas de grands changements entre les deux. Nous, on conseille souvent plutôt Redis. Mais même cache fonctionne très bien aussi, hein. Ça, il n'y a pas vraiment de débat. Mais pour le coup, même cache avec un cache côté site ou un cache côté serveur fonctionne très bien. D'accord, donc là, en gros, ce que tu conseilles, c'est essentiellement de faire des tests pour voir la solution qui marche le mieux. Pour conclure un peu là-dessus, si tu devais donner justement la solution la plus simple à mettre en place, du coup, ça serait Lightspeed, quoi. Lightspeed avec Redis, ouais. Voilà, ça serait la C'est ça. solution la plus efficace. On a une question pour revenir aussi un petit peu en arrière, apparemment. Comment migrer des sites sur tes différentes offres? Ça, c'est vous qui vous en occupez. Comment vous mettez ça en place? Alors, je relis juste la question pour avoir sûr d'avoir bien Pardon, vas-y. compris. Euh, pour faire des migrations internes, du coup, d'un compte cPanel à un autre, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais, augmenter Euh, l'offre et déplacer d'un site vers un autre, je Ouais, pense. Ouais. alors nous, c'est pas quelque chose qu'on fait normalement. Si par contre, vous commandez une nouvelle offre d'hébergement, vu que nous on propose la migration quand on commande une nouvelle offre d'hébergement, dans un cas comme ça, on peut le faire. Par contre, si c'est vous qui avez plusieurs hébergements directement sur votre compte client et vous souhaitez faire des migrations internes, nous, on n'a pas encore d'outils qui permettent de faire ça facilement. C'est quelque chose qui nous est pas mal demandé. On est en train de réfléchir en interne de comment on pourrait proposer un outil qui permettrait de faire ça, mais on n'a pas d'outil qui permet de faire ça en deux trois clics. Par contre, on a toute une documentation sur faq.theswitch.fr qui explique le tutoriel pour déplacer un site d'un hébergement vers AB chez nous, euh, détaillé étape par étape pour que ce soit quand même pas trop compliqué. Super. Tac. Comment se concevoir un site non visible avant mise en ligne sans impacter le site actif? Yes, et ben ça dépend de qu'est-ce qu'on fait exactement. Imaginons, on a déjà un site WordPress qui est en ligne. Si le but est de faire une refonte du site, donc rester sur la même base, mais de faire une grosse mise à jour, qu'elle reste invisible pour tout le monde, ça, on peut utiliser le système de pré-production. On le propose sur WP Tiger chez nous. On a juste à cliquer sur un bouton, ça nous fait une copie de notre site et ça le met sur un nom de domaine temporaire, invisible, que les personnes ne pourront pas voir. Ça nous permet de faire toutes les modifs qu'on veut. Et une fois qu'on a terminé, que les modifs sont bonnes, que le site est pour nous prêt, on peut mettre la pré-production en production. Donc ça va écraser le site qui est actuellement en production par toutes les données de la pré-production. Ça, c'est dans le cas où on veut faire une grosse mise à jour de son site sans que ce soit visible par les visiteurs. Sinon, si notre but, c'est de faire un nouveau site qui n'existait pas avant, mais que pendant le développement, on ne veut pas qu'il soit visible, il existe plusieurs méthodes. Soit on peut le faire en local sur son PC si on est un petit peu développeur. Une fois qu'on a fini, on le met en ligne sur l'hébergement. Soit la solution la plus simple, généralement, c'est on installe son site WordPress sur l'hébergement. On travaille directement depuis l'hébergement sur Internet, mais on installe une extension de maintenance sur le site pour que tous les visiteurs qui veulent aller sur le site, ils aient une page de maintenance au lieu de voir le site. Ça, c'est possible sur la majorité des CMS. Ça, c'est pratique pour le coup. Ouais. Quelle est l'importance de la version PHP pour WordPress, dans le même esprit, justement? Ouais, ça c'est important ça. La version de PHP, elle sert à deux choses principalement, la sécurité et les performances. Si on ne met pas à jour sa version de PHP, on est potentiellement vulnérable s'il y a eu des failles PHP sur les précédentes versions. PHP font des mises à jour principalement pour corriger les failles de sécurité et éviter que les sites se fassent pirater.
L'autre côté qui est un petit peu sympa, c'est que vu qu'ils mettent à jour, ils optimisent le code, ça permet d'avoir un petit gain de performance. On peut aussi avoir des nouvelles extensions PHP qui n'existaient pas avant et qui sont disponibles sur les dernières versions. Certains sites peuvent avoir besoin d'une extension de PHP pour optimiser par exemple des images ou des choses comme ça qui ne sont potentiellement pas disponibles sur des vieilles versions de PHP. Donc la version de PHP, idéalement, il faut toujours être sur la version la plus récente, mais attention, quand on met à jour sa version de PHP, bien vérifier le fonctionnement du site, parce que c'est pas parce que PHP 9 existe, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas parce que PHP 9 existe que votre site, toutes ses extensions, son thème, son code a été mis à jour pour supporter PHP 9. Donc généralement, il faut toujours attendre un petit peu que les plugins tout soient mis à jour, faire la mise à jour de PHP, bien tester que tout fonctionne, et si tout fonctionne, nickel. Si ça fonctionne pas correctement, c'est pas très grave, on peut revenir en arrière sur la version de PHP en 2 clics et c'est instantané. Alors là, je suis curieux. Tac. Sur la question d'avant et celle-là, où créer un sous-domaine? Bon, c'est très simple. Sur le cPanel, il y a un outil qui s'appelle Domain. Si jamais je peux le montrer, hein, Non, mais là, je pense que l'interface justement, ouverte. la question, c'est qu'il demande si on fait ça ou plus un PHP, non? De quoi? Là, je pense qu'il demande si c'est pas mieux de faire un sous-domaine plutôt. Attends, la question d'avant, c'était, tu vois, ou avant d'avoir le site Ah web oui, ok, unique, oui, oui. Oui, je c'est pense. possible aussi avec un sous-domaine. Mais en fait, c'est un peu le même fonctionnement que la pré-production que je disais tout à l'heure. Quand on fait Mais une voilà. pré-production, nous, ça génère une URL avec des caractères aléatoires, plus une adresse auto-switch en fait, pour que ce soit invisible. Mais on peut très bien le faire avec un sous-domaine, par exemple newsite.votre domaine, développer dessus et après le mettre en prod. Et là, du coup, il y aura plus d'action manuelle parce qu'il faudra créer le sous-domaine de votre côté et faire la mise en prod de votre côté. WP Tiger, l'avantage, c'est que lui, il fait le clone tout seul, il crée le sous-domaine tout seul, et quand on veut faire la mise en prod, il le fait tout seul aussi. Il n'y a quasiment rien à faire techniquement. C'est plus ça Ça, c'est pas l'avantage. mal parce que sous-domaine, ça veut dire qu'il faut quand même prendre un nouveau nom de domaine. Pas forcément. Quand on prend un nom de domaine, donc là je vais dire odoswitch.fr, on paye le nom de domaine. Le sous-domaine, ça va être tout ce qu'il y a devant le odoswitch.fr. Par exemple, blog.odoswitch.fr, c'est un sous-domaine. Et Ok. ça, on peut en avoir autant qu'on veut, une fois qu'on a le domaine de base. On peut en Ok. créer un infini, ça. Ok. Et ben justement, sur WTiger, on avait ça aussi. Sur mon cPanel, il a perdu tout le contenu. Est-ce qu'il y a des solutions sur cet outil? Alors, l'outil, comment il fonctionne? Il va scanner en fait tout votre hébergement, récupérer les sites qu'il voit sur l'hébergement et les afficher sur l'outil. Donc s'il n'y a plus rien affiché sur l'outil, c'est que je pense que le site a carrément été supprimé de l'hébergement là. Donc moi ce que je conseille dans ce cas-là, c'est plutôt de contacter le support pour que eux ils puissent vérifier. Et si c'est récent, à ce moment-là, on pourra avoir pour restaurer une sauvegarde à une date antérieure. On doit toujours avoir les données si c'est récent. Mais là, c'est compliqué comme ça, sans avoir accès au compte, de dire qu'est-ce qu'il y a exactement. Mais généralement, s'il y a ça, c'est qu'il n'y a plus le site sur l'hébergement. On avait une question sur les lunes. Peut-on installer Rootstack ou DW Service sur une lune? Non, la Lune, c'est comme l'hébergement principal en fait. C'est un hébergement pour de l'hébergement de site internet. Il n'y a pas d'accès admin, pas d'accès root, donc vous pouvez rien installer en fait avec des droits admin. Rust, pour le coup, c'est pas fait pour ça quoi. Et ça sera pas installable. Comment éviter les lenteurs ponctuelles côté serveur? Alors ça, c'est marrant comme question. Parce que déjà, il n'est pas censé y avoir de lenteur ponctuelle côté serveur, même si ça peut arriver. Mais dans tous les cas, si c'est côté serveur, vous pouvez pas faire grand-chose. Si vous voyez qu'il y a des lenteurs, que ça vous semble anormal, que pour vous, il n'y a pas de problème côté site, là, il faut plutôt contacter le support pour qu'eux, ils vérifient s'il n'y a pas un problème côté serveur. Nous, on vérifie de base, on a des alertes, etc. Donc, par défaut, on regarde déjà les serveurs. Mais il peut y arriver quelque chose qu'on n'ait pas vu. Et si vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose de normal, il ne faut pas hésiter à contacter le support. Ils feront des recherches approfondies sur le serveur spécifiquement. Et s'il y a quelque chose, soit on vous proposera une solution, soit on corrigera directement au niveau du serveur si c'est possible. Après, ça peut être aussi sur le site, parce que là, on met tout de suite la faute sur le serveur. C'est ça. Mais ça peut être aussi le site avec justement des optimisations en direct sur les sites avec les différents outils qu'on a dit tout à l'heure sur le cache et autres, quoi. C'est ça. Souvent, en fait, quand on va avoir un site qui a des lenteurs et que c'est pas côté serveur, ça vient de deux choses. Soit ça vient de tâches planifiées automatisées qui sont configurées soit par l'utilisateur, soit par le site tout seul, ce qu'on appelle des tâches cron. Ça va être une tâche qui va être lancée par exemple toutes les heures ou tous les jours à midi, qui va faire par exemple une sauvegarde du site ou peu importe, on peut faire ce qu'on veut. Et si on a la lenteur à chaque fois, le même jour, à la même heure, etc., ouais, souvent c'est qu'il doit y avoir une tâche quelque part qui fonctionne pas correctement et qui génère des lenteurs. L'autre truc, ça peut être sinon, si on a un afflux de visiteurs à un instant T, si le site est pas très bien optimisé ou qu'il y a vraiment beaucoup de visiteurs, ça peut potentiellement créer des lenteurs si on sature les ressources du serveur, oui.
Sécurité et fiabilité. Comment protéger un site face aux cyberattaques? Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va approfondir le sujet. Ouais, et ben ça c'est vrai que c'est une question qui est très importante. La sécurité au niveau des sites internet et des hébergements est très, très sous-estimée. Il y a beaucoup de personnes qui installent leur site, enfin, bon, il faut pas faire ça. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, ce que je disais tout à l'heure, la version de PHP. Faire en sorte qu'elle soit le plus à jour possible pour éviter d'avoir des failles. L'autre chose qui est très importante, c'est les mises à jour au niveau du site. Donc tout ce qui va être mise à jour au niveau du thème, du CMS, des plugins, etc. Ça, faut impérativement les mettre à jour parce que s'il y a des mises à jour, ça peut être pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, mais souvent c'est aussi pour corriger les failles de sécurité. Même chose, dès qu'on fait des mises à jour, on vérifie que tout fonctionne correctement. Quand il y a une mise à jour, elle peut mal se passer, ça peut créer des conflits, il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est la partie côté site. Côté serveur, nous, on a des sécurités sur lesquelles vous n'avez pas forcément la main. Ça, je rentrerai pas forcément dans les détails pour des questions de sécurité, justement. Mais on a des anti-DDoS, des WAF, etc. Mais en plus de ça, on vous met à disposition sur les hébergements des sécurités complémentaires qu'on peut activer ou non. Vous avez l'outil Tiger Protect sur le cPanel qui vous permet d'activer en fait des sécurités en plus sur votre domaine. Donc ça va être par exemple à des nombres de requêtes limités par minute, bloquer certaines requêtes, bloquer les IP de Tor, des choses comme ça. Il y a différentes règles qui existent. Et aussi sur WP Tiger, l'outil qu'on propose qui permet de simplifier la gestion de WordPress, on peut activer des sécurités en plus spécifiquement pour WordPress. Donc ça, c'est le côté hébergement, il y avait le côté site. Et en plus de tout ça, ce qu'on peut faire en fonction du CMS qu'on utilise, on peut installer des extensions de sécurité directement au niveau de son CMS. Donc après, il faut quand même faire attention. C'est bien d'avoir beaucoup de sécurité, mais il faut faire attention à ce qu'on active et ce qu'on installe. Si on active une sécurité côté site, une côté serveur qui font la même chose, ça peut potentiellement créer des conflits, quoi. Donc, il faut quand même faire attention. On a utilisé un mot un peu technique, c'est panel. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le terme? Oui, et ben cPanel, en fait, c'est une interface, on va dire générique. C'est pas créé par AutoSwitch. C'est une interface qui permet d'administrer tout son hébergement. C'est l'interface d'administration technique. C'est là où vous pouvez créer vos boîtes mail, installer vos noms de domaine, créer des redirections, accéder à vos fichiers, etc. Ça permet de tout gérer en fait techniquement au niveau de l'hébergement. On avait cette question. Alors, moi, je pense que je vais la poser autrement. Si justement on était sur une ancienne offre de Switch, donc là, vous avez fait plein de modifications en termes d'offres, Ouais. est-ce qu'on est rebasculé sur une des offres que tu as proposées? Comment ça marche? Je pense Oui, que alors c'est ça par la question. défaut, ouais, c'est ça. Par défaut, depuis qu'on a sorti de nouvelles offres, donc mars, tous les anciens hébergés ont été automatiquement placés sur l'offre intermédiaire, donc cloud, et on leur a pas facturé de frais supplémentaires quand on a fait le changement. Et à leur date d'échéance, soit ils restent sur cloud s'ils aiment bien cette offre, ça leur convient, etc. Soit en fait ils peuvent choisir l'offre qu'ils veulent. Ils peuvent passer sur gros, donc downgrade, ou alors ils peuvent passer sur pro et upgrade. Donc nous, quand on a fait les changements, vu que l'ancienne offre n'existait pas, on était obligé de placer tout le monde sur une offre. Ça, il n'y avait pas le choix. Mais par contre, on laisse après le choix au moment du paiement. Les gens, ils peuvent choisir en fait quelle offre ils veulent, ils ont besoin en fait. Tac, on avait ça. Est-ce possible de développer son site internet sur WordPress directement en ligne sur les serveurs de Switch sans passer par un développement en local? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez installer en fait WordPress sur soit un nom de domaine de test, soit votre vrai nom de domaine. Vous l'installez chez nous et en fait, Ouais. vous pourrez accéder à WordPress directement depuis le nom de domaine, faire vos modifs, etc. directement en ligne. Vous pouvez installer une extension de maintenance pour mettre le site en mode maintenance pour que les visiteurs ne puissent pas y accéder. Et une fois que le site est terminé, vous enlevez le mode maintenance et il est déjà en ligne. Il n'y a pas de mise en ligne à faire du coup. C'est ce qu'il y a de Ouais. plus simple en vrai, hein. Il y a pas vraiment d'intérêt à pas faire comme ça, hein. On a des questions qui reviennent parce que je pense qu'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Ouais, c'est Dans tous les possible, cas, ouais. vous inquiétez pas, il y aura le replay. Et même si vous arrivez que maintenant et que vous avez envie de poser votre question, n'hésitez pas. Même si elle est déjà passée, on reviendra dessus. C'est pas un souci. Merci, il aura. Tiens, une petite question mise à jour, PHP. Comment mettre à jour ce PHP? Ça, tu C'est peux super dire quelque simple. chose là-dessus? Sur le cPanel, il y a un outil qui s'appelle sélectionner une version de PHP. On va dessus, on a une liste déroulante, on choisit la version de PHP qu'on veut, on clique sur appliquer et c'est bon. Hop, je regarde en même temps les questions avant de voir si on passe sur quelque chose. Donc c'est très très simple et on peut le mettre à jour à la hausse comme à la baisse en un clic. Et c'est instantané en fait. Ça prend même pas 2 minutes à faire quoi. Là, par rapport à ce que tu disais, comment est gérée la bascule des offres de votre côté, justement, en partie technique?
sur les anciens, je pense, qui étaient déjà abonnés par rapport aux nouvelles offres? Bah, en fait, on a tout préparé en amont de notre côté. En fait, il faut savoir qu'avant le changement des offres, ça faisait 2 ans qu'on mettait à jour nos serveurs. Pour avoir plus de ressources, vu qu'on propose des offres avec plus de ressources, on a tout mis à jour physiquement. Et une fois qu'on a sorti tout ça, tout est géré logiciellement de notre côté. On a en fait au niveau des serveurs ce qu'on appelle des packages, et en fonction de l'offre qu'on a, on est automatiquement basculé sur un package avec tous les outils, les ressources à disposition en fonction de l'offre qu'on a choisie. C'est pour ça qu'on peut upgrade et downgrade à la volée, que c'est transparent, il n'y a pas de coupure et que ça marche plutôt bien, quoi. C'est du live. Je vais prendre pas mal les questions des gens qui sont là, tant qu'à faire. L'une, peut-on mettre un sous-domaine sur une différente que le domaine principal qu'on travaille? Non, et c'est une très bonne question parce que c'est pas possible effectivement. Les sous-domaines, ils peuvent uniquement être attachés au même compte cPanel que le domaine d'origine. Ça, c'est une restriction en fait au niveau de cPanel. Si on autorise ça, le problème c'est que des personnes pourraient vous voler des sous-domaines. Donc on préfère bloquer, même si c'est un peu contraignant, mais au moins personne ne peut utiliser votre sous-domaine à votre insu, quoi. Super. Tiens, est-ce qu'on parle un peu de serveur SMTP? Je sais même pas les diapos de après, je sais pas si tu avais regardé. Je crois pas qu'on en parle effectivement, mais s'il y a des questions, on peut en parler parce que pour le coup, parler de serveur SMTP, c'est un peu vague comme question. Donc, n'hésite pas à poser ta question directement, Frédéric. Allez, on essaie de les prendre. Ils sont en pleine forme, hein. Est-ce qu'il Bah faut tant tout mieux. cocher dans Tiger Protect? Et justement, non, faut pas faire ça. Si on coche tout, on va aller sur le site, on risque d'avoir des dysfonctionnements et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, il faut plutôt cocher un à un et à chaque fois qu'on coche quelque chose, vérifier que tout fonctionne correctement. Et comme ça, si on coche une case, on voit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, on sait que ça vient de la dernière case qu'on a cochée. Yes, ça c'est typiquement le truc quand on fait plusieurs actions en même temps. Et ben après, Ouais. qu'elle commence à voir laquelle marche ou marche pas ou fait Et, dysfonctionner, et vaut d'ailleurs, mieux petit foncer tips, par c'est étapes. pareil pour les extensions des sites. Par exemple, sur WordPress, souvent les personnes ils vont faire les mises à jour par vague, par exemple tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Et en fait, souvent ils vont sur WordPress, ils font mettre à jour toutes les extensions. C'est Bah, leur vrai. site ne marche plus et ils savent pas quelle extension a posé problème du coup. C'est Donc, une bonne. bien C'est faire les vrai que mises à ça, jour une à une. je crois que ça parle à beaucoup de monde, ça. Ah bah non, mais ça c'est oui, c'est connu ça. Donc faut bien faire les mises à jour une à une, comme ça permet de voir si le site dysfonctionne, on sait que ça vient de cette extension, on la désactive et problème corrigé, quoi. On a Maurice qui doit gérer. Hop, Maurice. On a Maurice qui doit gérer plusieurs clients, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut Ouais. donner justement un nom de l'une par client que l'on gère? Et la lune, elle a un nom fixe, c'est-à-dire que l'identifiant de la lune, il est géré de notre côté, on peut pas le modifier. Par contre, sur l'outil Mon Univers Web, là où l'administrateur du compte crée les lunes, on peut mettre des notes. Donc on peut mettre par exemple la lune SC1, la lune 1, elle commence toujours par SC1 chez nous. On va être SC1 client B. Et on sait que cette lune-là, elle est pour ce client. Mais par contre, le client en question, il verra pas les notes. C'est vraiment que pour l'administrateur du compte. On a un site sur l'étranger, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai un site WooCommerce destiné à l'Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. Est-ce pertinent d'être chez O2Switch? Ouais, ça c'est une bonne question parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je voulais un petit peu revenir dessus. Effectivement, plus vous allez viser des visiteurs qui sont éloignés de la France, moins ce sera performant, entre guillemets. Par contre, là, ce que je voulais rajouter, c'est que, par exemple, on vise la Nouvelle-Zélande, c'est très loin de la France. Ça sera plus lent que les serveurs qui sont en Nouvelle-Zélande. Mais quand je dis plus lent, on parle de quelques millisecondes. Donc ça peut être négligé, en fait. C'est pas, on va pas mettre 3 secondes de plus pour charger le site, en fait. C'est vraiment des millisecondes. Donc, c'est pas le plus optimal, mais ça fonctionnera quand même très bien et on peut optimiser ça en plus en étant quand même hébergé chez nous. Vous pouvez utiliser un CDN, par exemple, comme Cloudflare, qui est le plus connu, qui permet en fait de délivrer certains éléments de votre site avec des serveurs au plus proche des visiteurs. Et ça peut être couplé avec notre hébergement et ça permet d'avoir des performances qui sont bien meilleures sur des pays qui sont très éloignés de la France. Mais dans tous les cas, même si on vise un public très éloigné de la France, ça fonctionnera quand même très bien. C'est juste que je voulais un petit peu expliquer que, oui, si on vise vraiment la Chine et qu'on veut le plus de rapidité possible, qu'on veut le truc le plus optimal possible, vaut mieux avoir un serveur en Chine, ça c'est une certitude. Mais le serveur en France, ça fonctionnera quand même très bien. Ouais, et puis bon, pour le coup, je pense que mine de rien, si on est en France, c'est peut-être quand même plus pratique d'essayer d'aller chercher un service chinois, quoi, qui peut être vite compliqué peut-être. Ça, après, j'ai pas donné le meilleur exemple parce que la Chine, il bloque beaucoup de choses, mais C'est bon, vrai. voilà, on a compris quoi. Tac, on avait une question là-dessus qui est intéressante. Est-ce qu'on peut être revendeur? Je pense que c'est souvent ça, les agences qui proposent hein, de gérer directement l'hébergement.
Ouais, alors c'est une bonne question aussi. On propose pas de revente pure, c'est-à-dire revente marque blanche ou quoi que ce soit. Par contre, aucun souci de notre côté, si vous prenez des hébergements, vous les revendez à vos clients et que vous ajoutez de la valeur ajoutée dessus. Donc, par exemple, vous faites la création de site, la maintenance, les choses comme ça. Ça ne pose aucun souci. Par contre, créer un site, dire on est hébergeur, on achète les serveurs chez de Switch, on les revend purement, simplement, sans faire de valeur ajoutée dessus, non, ça, on n'autorise pas. Ouais, voilà, c'est ça, hein, forcément. Oui, les offres d'hébergement là-bas, c'est pas simple et plus cher. Donc, voilà, le serveur de Switch va marcher quand même. Donc, autant ne pas s'en priver, je pense, hein. Ouais, le plus optimal, honnêtement, c'est de prendre chez nous, couplé avec un CDN type Cloudflare, et franchement, ça marchera très bien. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Où en êtes-vous côté blacklistage Spamrat? Ça, c'est une Spamrat. question qui est marrante, ça. Spamra, pour ceux qui connaissent pas, ou que Spamrat. je pense que ça parle pas à beaucoup de gens, c'est une liste de blacklist de mails. C'est-à-dire que nous, quand on va envoyer des mails, donc n'importe quel prestataire, quand on va envoyer des mails chez n'importe quel autre prestataire, il y a des listes de blacklist qui vont vérifier si les IP d'expédition, elles sont potentiellement malveillantes ou avec mauvaise réputation. Il y a plein de prestataires qui existent. Spamra, ça fait partie de ces prestataires-là. Ce qui est marrant avec Spamra, c'est que certains des destinataires à qui on envoie des mails utilisent Spamra comme prestataire, comme anti-spam. Le problème, c'est que Spamra, eux, comment ils fonctionnent? Ils ont pris nos débuts d'IP, qui commencent par 109.234 chez nous, pour la majorité de nos services, et ils ont tout blacklist. Tout ce qui suit derrière. Donc tous nos serveurs, même ceux qui n'auront pas de mail. Et du coup, on les a contactés et voilà. Enfin, on n'a pas de suite et ils veulent rien faire. Donc pour le coup, on peut pas faire grand-chose. Ça dépend pas de nous. C'est un prestataire externe qui est utilisé pour des destinataires externes et ils ont blacklisté l'intégralité de nos IP sans aucune raison et on ne peut strictement rien faire. Donc C'est malheureusement, cool, ça. ben, c'est un peu compliqué comme situation et ça nous embête un peu parce qu'on n'a pas la main dessus, ça dépend pas de nous, mais ça embête quand même nos clients en fait. Donc c'est voilà, je peux pas avoir à en dire grand-chose de plus pour le coup. Bah, j'ai deux questions sur les mails, justement. Je vais afficher celle-là et j'avais la question de Frédéric aussi. Est-il possible d'avoir plus de retours sur l'envoi des emails? Seules les dernières 24 heures sont mémorisées. Est-il possible de stacker une partie des emails en plus, un peu comme Brevo ou autre? Et là, Ouais, justement, la alors, taille d'une boîte email est illimitée. ouais, alors je vois ce qu'il veut dire et effectivement pour le moment c'est conseillé 24 heures parce qu'il y a un volume d'envoi de mails chez nous qui est énorme. Bah, juste passer à 48 heures, ça doublerait tout ça, ça serait énorme. C'est quelque chose que je vais quand même remonter en interne, voir si on peut essayer d'améliorer ça dans le futur. Mais honnêtement, c'est pas si simple que ça, mais je comprends en tout cas le besoin. Pour ce qui est de la taille de la boîte mail, oui, il n'y a pas de limite chez nous. Les boîtes mail sont illimitées en termes de taille de stockage et en termes de nombre de boîtes mail. Vous pouvez Ouais, mais créer ça autant de aussi, boîtes du mail que coup. vous voulez. Y a-t-il toujours un bridage de l'envoi maximal d'emails par hébergement? Donc, du coup, c'est pas le cas. Non, alors moi je parlais du stockage, donc Ah, tout nombre cache, de pardon. mails, voilà, le stockage et le nombre de boîtes mail qu'on peut créer. Pour le nombre d'envois de mails par hébergement, chez nous, ça a toujours été 30 mails par minute, soit 1800 mails par heure. Ça n'a pas bougé suite au changement d'offre. Pourquoi on est obligé d'appliquer ça? Parce que sinon, ça revient au problème du dessus. C'est si n'importe qui veut envoyer plus de 30 mails par minute, ça va bloquer nos IP et après on va être bloqué chez tous les prestataires. Et après, bah, ça fait des personnes qui se plaignent parce que les IP sont bloqués. Et on veut éviter au maximum ça, même si on met en place un maximum de choses pour l'éviter, avec des adresses IP en rotation, un SMTP, enfin plusieurs SMTP sortants, etc. Enfin, c'est assez complexe. Donc, tout ce qui est mail, c'est complexe. Pour le moment, on a 30 mails par minute, ce qui est quand même pas mal. Ça fait quand même d'envoyer 1800 mails par heure. Je pense qu'en termes de limite, c'est quand même Ça va. assez raisonnable, quoi. Hop. Alors, on va essayer d'avancer sur les diapos aussi. Les éléments de sécurité indispensables à mettre en place côté hébergement. Bah ça, du coup, j'en ai un petit peu déjà parlé. Moi, ce que je conseille, c'est de vérifier du coup Tiger Protect déjà, qui est global au nom de domaine, pas au site. Donc, ça permet d'ajouter des sécurités en plus directement sur tout le nom de domaine. Et après, si on a un site WordPress, de rajouter des sécurités en plus avec WP Tiger ou avec un plugin de sécurité. Pour le reste, si c'est pas du WordPress, par exemple, si c'est du PrestaShop, je crois qu'il existe aussi des plugins de sécurité qu'on peut installer. S'il n'y a pas de CMS, bah pour le coup, c'est à vérifier au niveau de votre code. Par exemple, vous pouvez mettre des règles en place au niveau du fichier .htaccess, par exemple. Mais ça, on n'aura pas d'outil qui permet de le faire en 2-3 clics. Problème lié aux mises à jour. WordPress extension, bonne pratique pour éviter les soucis. Ah bah, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Et ben ça, ouais, du coup, j'en ai parlé, ouais. Ça, du coup, effectivement, c'est un gros problème. C'est que les personnes font les mises à jour à la volée sans regarder. Ça bloque le site quand il y a des problèmes.
soit la mise à jour elle est en erreur pour X ou Y raison, soit le développeur qui a mis en prod la mise à jour, bah, il n'a pas vu qu'il y avait un bug et du coup ça plante le site. Donc ça vraiment, faut faire les mises à jour, c'est impératif, c'est nécessaire pour la sécurité, mais les faire une par une, vérifier à chaque fois que tout fonctionne correctement pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, d'être bloqué, de devoir faire des backups, etc. Ça permet d'éviter d'avoir des soucis et franchement, on prend un peu plus de temps à faire les mises à jour, mais vaut mieux ça qu'avoir un site planté, quoi. C'est ce que j'allais dire. Je me reconnais dans ça pour avoir travaillé sur plusieurs WordPress en même temps. Côté agent, je parle, quand tu te retrouves avec une bonne base de WordPress, c'est la solution de facilité d'appuyer sur tout mettre à jour en même temps. Est-ce qu'on peut, là, j'ai la réponse, mais c'est plus pour interagir avec tout le monde. Est-ce qu'on peut mettre des alertes, tu vois, des choses comme ça pour mettre justement à jour de façon automatique peut-être une extension après l'autre et pas appuyer sur le bouton bêtement de tout mettre à jour en même temps? Bah, sur WordPress, on peut activer les mises à jour automatiques. Ça, en vrai, c'est quand même assez conseillé de le faire, d'autant plus que si on n'a pas 300 extensions d'installer, il y a peu de chances qu'il y ait une mise à jour à faire sur 2 extensions en même temps la même journée. Donc, normalement, si on fait les mises à jour automatiques, ça les met à jour toutes seules. Il ne devrait pas y avoir 20 000 extensions qui se mettent à jour la même journée. Et normalement, WordPress envoie un petit mail de récap en disant ouais, cette extension a été mise à jour, etc. Donc, ça permet un petit peu d'avoir une trace et de savoir. Après, WordPress se sont quand même améliorés ces dernières années là-dessus. Quand une mise à jour se fait et plante le site, souvent ils envoient un petit mail en disant bah bonjour, il y a votre site est planté, on pense que ça vient de cette extension. Ça permet de débugger un peu plus facilement. Avant, c'était pas le cas. Yes. C'est là où je voulais en venir. Faites attention à ça, mais voilà, c'est important quand même, les mises à jour. Et puis pareil, encore une fois, n'attendez pas qu'il y en ait 200, quoi. Ça, c'est aussi quand même, vous Mm. êtes censé être sur votre WordPress régulièrement. Quand vous voyez qu'il y a plusieurs mises à jour, faites-les progressivement, quoi. N'attendez pas qu'il y en ait je ne sais combien à faire. C'est ça. SEO et hébergement. En quoi au-dessus c'est mieux que les autres pour le SEO? Ah, ça c'est une bonne question ça, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues chez nous pour faire du SEO au final. Après, SEO c'est vague. Il va y avoir les personnes juste qui font un gros site qui veut taper par exemple sur du Google Discover. Et bah, ils vont prendre une offre qui a pas mal de ressources, et ils savent qu'il va y avoir beaucoup de visiteurs, ils l'optimisent avec du cache, etc. pour bah, pouvoir accepter cette charge. Et après, l'autre grosse partie, ça va être les personnes qui font du PBN, donc il y en a de moins en moins. C'est des personnes qui font des réseaux de sites avec 50, 100, 200, 300 sites. Et ces personnes-là, leur but, c'est de faire des petits sites qui sont rapides à faire avec peu de contenu, avec des mots-clés, des phrases, etc., qui sont bonnes en SEO. Et eux, ils vont mettre 100, 200 sites sur un hébergement. Et l'avantage de chez Odoswitch, c'est que du coup, vu que nous, on ne va pas limiter le stockage, donc on peut avoir autant de sites qu'on veut en termes de stockage, on va pas limiter le nombre de domaines qu'on peut configurer. Bah, il y a des personnes qui permettent de mettre beaucoup, beaucoup de sites qui consomment rien, juste pour faire du SEO sur l'hébergement. L'autre outil qui est assez intéressant au niveau du SEO, c'est l'outil IP Extender qu'on propose, qui permet de définir une adresse IP spécialisée pour un nom de domaine. Donc imaginons, on a 100 sites sur un hébergement, on peut avoir les 100 sites sur un hébergement et mettre une IP différente pour chacun de ces 100 sites. Alors après, là, je le dis du côté des personnes qui veulent optimiser le SEO, faire du SEO chez nous et qui veulent optimiser l'hébergement. Mettre 100 sites sur un hébergement, c'est pas une bonne idée. Enfin, après, voilà, les personnes font ce qu'ils veulent, mais voilà, je donne un exemple concret, c'est pas une bonne idée, et il y en a qui le font. L'optimal, si on voudrait faire du SEO, ce serait par exemple de prendre une offre pro avec les 16 lunes et de mettre par exemple 10 sites par lune, par exemple. Ça permettrait au moins de dispatcher un petit peu, et si un des sites se fait pirater, bah, malheureusement, il y en aura 10 qui seront piratés, mais pas 100. Ouais, En fait, cloisonner faut un trouver un juste minimum, milieu, quoi. en fait. Ah, ouais, cloisonner un minimum. Alors, sur le SEO, les éditeurs de sites et tous ceux qui font sur Discover vont être régulièrement sur WordPress. Mais question un peu à l'envers, qu'on n'a pas parlé. Imaginons, j'ai un e-commerce PrestaShop, mais j'ai aussi un blog WordPress, ainsi de suite. Est-ce que tu conseilles de les mettre ensemble ou vaut mieux séparer vu que c'est deux CMS différents? Alors, honnêtement, les mettre ensemble, pour le coup, ça pose pas de problème. Mais généralement, il vaut mieux quand même les séparer. Ça permet d'un peu scinder ces différents sites et on sait un petit peu, bah, sur ce compte-là, j'ai des e-commerce, sur ce compte-là, j'ai des WordPress. C'est plus simple après pour la gestion. Mais sinon, qu'on mette un WordPress, un Joomla, un PrestaShop sur un hébergement, nous, ça change pas grand-chose, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut héberger facilement des applications avec des BDD Postgre avec des déploiements automatiques via GitHub? Alors ça, c'est une bonne question, mais elle est pas simple à répondre. Pourquoi?
Parce que le déploiement automatique, donc déploiement continu, c'est possible avec l'outil guide version contrôle sur le cPanel. Je sais qu'il y a des personnes qui le font. Mais après, par contre, ça dépend de l'application en elle-même. Next.js, il me semble que ça fonctionne chez nous, mais il faut quand même vérifier. Et par contre, PostgreSQL, ça fonctionne, mais c'est plus maintenu par cPanel pour le moment. Donc c'est une version très ancienne, une 9.x, qui date de plusieurs années. Et souvent, les personnes qui veulent des bases Postgre, ça ne sera pas suffisant et ça ne fonctionnera pas correctement pour leur application en fait. Donc ça dépend vraiment du besoin, de l'application en elle-même. Honnêtement, il faut tester, voir si ça fonctionne. Mais c'est compliqué de dire à l'avance si c'est bon. Et le déploiement automatique, c'est censé fonctionner. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à mettre en place. Sur les FAQ, il me semble qu'on a une doc là-dessus qui explique un petit peu comment le configurer. Mais voilà. Hop. Mourad, IPX Tender, peux-tu donner un peu plus d'infos sur le sujet? Ouais, bah en fait, c'est un outil qui est très simple. On a la liste des noms de domaine qu'on va configurer sur son hébergement et une liste d'adresses IP que nous on propose. On va y avoir différentes adresses IP, des adresses IP avec la même range, des adresses IP à l'étranger. Et en fait, on peut juste choisir quel domaine utilise quelle IP. Parce que par défaut, tous les sites qui sont sur un même hébergement utilisent l'IP du serveur par défaut. On ne va pas mettre différentes IP automatiquement. Ça peut du coup être intéressant dans le cas où on fait du réseau de sites et qu'on veut que nos sites aient des IP différentes pour que Google ne sache pas que c'est sur le même serveur, etc. Enfin, il y a des stratégies par rapport au SEO là-dessus. Je suis pas un expert SEO non plus, mais je sais que les personnes qui font du SEO, ils aiment bien cet outil et qu'ils l'utilisent. Hop, hop, on revient là. Comment évaluer le nombre de sites WordPress ou de sites PVN possibles sur un même hébergement? Donc, tu as un petit peu répondu du coup justement là-dessus. Voilà, faites attention, cloisonnez un minimum. Ouais, c'est ça, au final, ça pour le coup, pour moi, j'ai déjà répondu. Je crois pas avoir d'autres choses à dire là-dessus. Ouais. Yes, cloisonner, hein. Ça va être le mot là-dessus, hein. Faites attention Bah, à ça ça. va être cloisonné, vérifier les ressources de l'hébergement, les ressources à l'instant T, voir si ça sature pas trop et en rajouter petit à petit. Par exemple, faire 5 sites par 5 sites et pas mettre 100 sites d'un coup. Parce que forcément, bah, une fois que les 100 sites sont mis, si ça marche pas, bah, on sait pas à quel seuil ça marche plus en fait. Hop. Transfert, migration et gestion. Migration WordPress, PrestaShop. Migration WordPress PrestaShop. Par défaut, je crois pas que ce soit très simple à faire, mais il me semble, à prendre avec des pincettes, que des extensions et des plugins existent pour convertir à WordPress vers PrestaShop et l'inverse. Mais il faut quand même prendre des pincettes parce que vu comment c'est vachement différent au niveau du code, je pense qu'il faudra quand même refaire pas mal de choses au niveau du code et que ce sera pas aussi simple que ça, quoi. Bah, c'est clair. Et là, pour le coup, moi, puisqu'on a l'habitude de voir ce sujet-là, si vous aviez un WordPress et que je suppose que c'était potentiellement un site classique, ou même vous aviez un petit WooCommerce et que vous voyez que ça se débloque et que vous voulez passer sur PrestaShop, là, c'est très très simple. Rapprochez-vous d'une agence PrestaShop et ils vont pouvoir vous accompagner au mieux. Parce que là, encore une fois, ça, je le vois très régulièrement. Vous voulez faire des économies parce que, bah voilà, patati patata. Mais à vrai dire, si c'est votre gagne-pain. Donc, si votre migration, elle est mal faite ou quoi que ce soit et que, bah, du coup, vous passez sur votre PrestaShop et que vous perdez tout votre trafic ou quoi que ce soit, on le voit très régulièrement, bah, votre business s'effondre. Donc, sur ça, encore une fois, faites attention. Prenez une vraie agence PrestaShop qui va pouvoir gérer au mieux tout ça, le plan de redirection et pas mal de choses. Et ça sera quand même beaucoup plus sûr pour vous. Exactement, c'est ça. Comment transférer un nom de domaine depuis un autre prestataire vers ODeSwitch? Ça, c'est super simple. Normalement, votre autre prestataire, il doit pouvoir vous fournir le code de transfert du domaine. C'est une sorte de mot de passe. En fonction des prestataires, ils ont différents noms. Nous, on l'appelle code de transfert. Il y en a qui l'appellent AUTH code ou EPP code. C'est un code qu'il faut fournir au nouveau prestataire, en l'occurrence nous. Et ça nous permet en fait de faire la demande pour récupérer le nom de domaine et de transférer le domaine chez nous. Grosso modo, le transfert de domaine, ça prend généralement environ 7 jours. Le délai du transfert, il dépend du prestataire chez qui vous êtes actuellement. Ça ne dépend pas de nous. Donc je sais que certains prestataires, c'est beaucoup plus rapide. D'autres, ça prend 7 jours, mais si on les contacte, ils peuvent accélérer le transfert et c'est plus rapide. Mais grosso modo, c'est ça. Alors attention par contre, ça, il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas forcément compte. Un transfert de domaine, c'est un transfert de domaine. Ça ne va pas transférer votre site. Donc il faut bien en parallèle, si vous avez un site, transférer le site, les données du site, avant de transférer le domaine. Sinon, le domaine va être transféré chez nous, le site ne sera pas chez nous, il n'y aura plus de site en ligne. Tac. Alors, on a Actu Sport qui veut vraiment des trucs pour l'Océanie, hein. Il nous a posé toutes les questions autour, donc il faut mettre des IP en Océanie, ok? Ouais, bah c'est bon, c'est noté. Diapositive. Transfert d'hébergement et nom de domaine sans stress.
Bah, dans le domaine, du coup, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Hébergement, c'est pas très compliqué, mais il faut être assez rigoureux pour pas se planter et pour éviter d'avoir des coupures, surtout, c'est le plus important. Ça, moi, je vous conseille de voir sur notre FAQ, on a tout un onglet changer d'hébergeur qui explique toute la procédure. Et sinon, sinon si vous n'êtes pas du tout technique, vous commandez un hébergement chez nous. Nous, on vous propose la migration d'un site en geste commercial si vous nous fournissez tous les accès à l'ancien prestataire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, tu disais que tu as une sorte de guide pour faire ça. Est-ce que vous avez aussi peut-être des vidéos? J'ai quelque chose au hasard pour des fois c'est un peu plus facile. Alors, on a une chaîne YouTube avec quelques vidéos, mais c'est plutôt des vidéos de 3-4 minutes qui expliquent des petites choses comme ça, pas des guides complets qui expliquent toute une migration, non. Mais c'est pas une mauvaise idée, par contre, on pourrait en faire, ouais. Fonctionnalité avancée et innovation. Installation et usage de Nextcloud. Yes, alors Nextcloud, c'est du coup ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'offre Cloud et Pro qu'on propose du coup de 250 Go, un peu à la manière d'un Google Drive. Ça, on le propose du coup sur ces offres-là. Par contre, vous ne pouvez pas installer votre propre Nextcloud sur votre hébergement. L'hébergement qu'on propose, c'est uniquement un hébergement de site internet. Vous ne pouvez pas vous en servir comme solution de stockage, comme un cloud ou un stockage de sauvegarde, etc. C'est pour ça qu'on le met à disposition en parallèle de 250 Go, géré de notre côté, managé de notre côté, maintenu et mis à jour de notre côté. Hop, je crois qu'on arrive bientôt à la fin, on dépasse un peu, mais c'est pas très grave. Possibilité d'automatiser en build. On se moque de moi parce que j'ai un accent anglais catastrophique. Alors je te laisse lire la question. Possibilité d'automatiser un build and deploy après un commit Git, et ben c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'application PostgreSQL, etc. Ça, c'est possible avec l'outil Git version control sur le cPanel. Mais l'outil est pas très simple à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas trop cPanel. On a, il me semble, fait un guide sur notre FAQ qui explique un petit peu comment le configurer. Je conseille de regarder ça. Et si jamais vous n'y arrivez pas, vous contactez le support et il devrait vous aiguiller là-dessus. Mais normalement, c'est possible, oui. IA et hébergement. Intégration d'un automatiseur à venir des agents IA pour créer un site web. Ouais, bah ça, c'est un peu le truc du moment, hein. C'est clair. C'est carrément le truc du moment. Pour le coup, nous, on prend beaucoup de pincettes et de recul sur l'IA pour le moment. On le propose avec notre chatbot qu'on a mis à disposition sur le cPanel pour répondre un petit peu aux questions simples et aiguillées sans avoir forcément besoin de contacter le support. Pour tout ce qui est IA, le reste, on travaille dessus, on regarde comment ça se passe, comment ça évolue, parce que ça évolue très vite. Et on n'a pas envie de proposer quelque chose qui sera à la ramasse au bout de 2 semaines. Voilà. Mais pour le moment, on n'a pas de choses là-dessus. Mais c'est pas on regarde pas et on s'en fout. C'est oui, on regarde et quand ce sera le moment, on fera quelque chose. Fouzi qui est souvent là. C'est quoi l'IA? Toujours un bon petit troll, Fouzi, qui était là encore mardi à la Garden Party. Eh ben, franchement, je t'invite à taper l'IA dans l'IA et peut-être qu'il te répondra à la question.